Imaginez que vous vous teniez dans votre jardin. C'est le plein été. Le sol est épuisé, dur et lessivé. Vous avez investi de l'argent dans du compost, acheté des engrais et lutté contre les parasites. Et pourtant, vos tomates sont petites, vulnérables, et le rendement est décevant. Maintenant, imaginez qu'il existe une méthode où vous n'auriez plus besoin de terre, plus d'épuisement du sol, plus de parasites terricoles, plus de rotation de cultures complexes, juste des plantes saines et vigoureuses qui produisent 3 fois plus que tout ce que vous avez jamais connu. C'est exactement le sujet d'aujourd'hui, et c'est précisément pourquoi certaines personnes préféreraient vous cacher ces informations. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la culture de tomates hors sol n'est pas seulement un gadget pour les passionnés de technologie, mais une méthode sérieuse et résistante aux crises pour quiconque souhaite vraiment devenir indépendant. Restez à l'écoute, car à la fin, tout s'assemblera et vous saurez exactement quoi faire ensuite. Nous vivons à une époque où les prix des denrées alimentaires augmentent, les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles, et le contrôle sur ce qui finit dans nos assiettes est de plus en plus entre des mains étrangères. Parallèlement, la qualité des sols décline dans le monde entier. Des décennies d'agriculture intensive, de monoculture et de traitements chimiques ont laissé de nombreux sols de jardin épuisés. Nos grands-parents savaient encore à quel point un sol sain pouvait être fertile. Aujourd'hui, nous devons souvent travailler avec ce qu'il en reste. Les chiffres sont stupéfiants. Les scientifiques estiment que nous avons perdu environ 1/3 des terres arables fertiles du monde au cours des 50 dernières années. Érosion, salinisation, compactage, contamination. Le sol qui a nourri l'humanité pendant des millénaires est en danger. Et c'est précisément là que réside l'opportunité. Car si le sol est le problème, alors la solution est simplement de s'en passer. La culture hors sol, également connue sous le nom d'hydroponie, n'est pas une invention nouvelle. Les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, utilisaient des systèmes à base d'eau. Les Aztèques cultivaient des légumes sur des îles flottantes faites de matière végétale appelées chinampas. Ces îles artificielles étaient si productives qu'elles pouvaient nourrir une ville entière. Ce qui est né autrefois d'une nécessité est aujourd'hui une méthode hautement efficace pour obtenir un rendement maximal dans un espace minimal. La différence décisive par rapport à tout ce que vous avez déjà pu essayer, vous ne donnez à la plante que ce dont elle a réellement besoin. Rien n'est filtré, dilué ou bloqué par les propriétés du sol. Vous avez un contrôle total. Dans les années 1930, les scientifiques ont commencé à rechercher systématiquement ce dont les plantes ont réellement besoin pour pousser. Ils ont découvert que le sol lui-même ne fournit pas de nutriments, mais sert uniquement de support de stockage et de transport. Les nutriments réels sont des minéraux dissous dans l'eau. Cette prise de conscience fut révolutionnaire. Cela signifiait que l'on pouvait théoriquement cultiver des plantes n'importe où, tant que l'on disposait d'eau, de nutriments et de lumière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces américaines ont utilisé l'hydroponie sur des îles désertiques du Pacifique pour produire des légumes frais pour leurs troupes. Cela a fonctionné, et cela fonctionne encore aujourd'hui. Partout dans le monde, dans les déserts, sur les toits, dans les sous-sols, sur les stations spatiales, nous commençons par ce premier principe de base. Une plante n'a pas besoin de terre, elle a besoin d'eau, de nutriments, d'oxygène et de support. Le sol n'est qu'un milieu qui fournit ces éléments, mais ce n'est pas la seule option. Pensez au sol comme à un intermédiaire, un courtier. Vous mettez des nutriments dans le sol les transmet à la plante. Mais en chemin, beaucoup se perd. Les nutriments s'infiltrent, sont lessivés, se lient aux particules d'argile ou sont consommés par des micro-organismes. Au final, la plante n'en reçoit qu'une fraction. Avec la culture hors sol, vous éliminez l'intermédiaire. Vous fournissez une solution nutritive directement aux racines. C'est comme acheter directement au producteur au lieu de passer par 3 grossistes. Plus efficace, plus rapide et plus contrôlable. Concrètement, cela signifie, vous prenez un récipient capable de contenir de l'eau. Cela peut être un simple seau, une jardinière, un vieux bac ou un système hydroponique professionnel. Vous le remplissez d'une solution nutritive contenant tous les minéraux essentiels.
azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, fer et oligo-éléments. Vous pouvez acheter ces solutions prêtes à l'emploi ou les mélanger vous-même. La plante repose dans un substrat de support qui ne fournit aucun nutriment mais offre de la stabilité. Billes d'argile expansées, fibres de coco, laine de roche, perlite ou même du gravier. Le substrat de support est neutre, réutilisable et soutient les racines sans les restreindre. Plongeons plus profondément dans les différents substrats de culture, car le choix du bon matériau peut faire la différence entre le succès et l'échec. Les billes d'argile expansées, également connues sous le nom d'hydroton ou de leca, sont de petites boules d'argile cuites à structure poreuse. Elles sont cuites à plus de 1000 degrés Celsius, ce qui crée de petites bulles d'air à l'intérieur. Cette structure les rend légères mais stables. Elles stockent l'humidité dans leurs pores, mais pas trop. Elles laissent passer l'air, ce qui favorise la respiration des racines. Elles sont de pH neutre et chimiquement inertes. Elles ne réagissent donc pas avec la solution nutritive. Après chaque récolte, vous pouvez simplement les rincer, les désinfecter et les réutiliser. Un sac de 50 litres de billes d'argile coûte environ 10 à 15 $ et dure des années, voire des décennies. C'est un investissement ponctuel qui s'amortit rapidement. La fibre de coco, fabriquée à partir des coques de noix de coco, est une alternative organique. Les fibres sont lavées, séchées et pressées en briques. Vous faites tremper ces briques dans l'eau et elles gonflent jusqu'à 5 à 7 fois leur volume. La fibre de coco a une structure fibreuse qui retient exceptionnellement bien l'eau, jusqu'à 8 à 10 fois son propre poids. Cela signifie que vous devez remplir le réservoir moins souvent. Elle a des propriétés légèrement acides, avec un pH d'environ 5,5 à 6,5, ce qui est idéal pour les tomates. L'inconvénient, elle se décompose lentement en 1 ou 2 ans et doit alors être remplacée. Cependant, elle est biodégradable, durable et peut être compostée après usage. La laine de roche est un produit de fibre minérale fabriqué à partir de roches de basalte en fusion filées en fibres fines. Elle ressemble à de la laine isolante et possède des propriétés similaires. La laine de roche retient une quantité énorme d'eau, jusqu'à 90% de son volume, tout en offrant simultanément une excellente aération grâce à sa structure fibreuse. Elle est stérile, exempte d'agents pathogènes et largement utilisée dans l'hydroponie professionnelle. Les producteurs de tomates commerciaux placent leurs plants dans des cubes de laine de roche posés sur des tapis de laine de roche. L'inconvénient, la laine de roche n'est pas biodégradable et doit être éliminée comme déchet spécial. Elle peut provoquer des irritations cutanées lors de la manipulation, vous devriez donc porter des gants. Pour les débutants, je recommande les billes d'argile. Elles sont indulgentes, faciles à manipuler, durables et sûres. La perlite est un verre volcanique chauffé et expansé. Elle forme des grains blancs et légers qui stockent bien l'eau et offre un excellent drainage. Elle est bon marché, facile à trouver et fonctionne bien mélangée à d'autres substrats. L'inconvénient, elle est très légère et peut s'envoler lors d'un arrosage intensif. Elle est également poussiéreuse et peut irriter les poumons. Soyez donc prudent lors de la manipulation. La vermiculite est un matériau similaire, un minéral expansé avec une forte rétention d'eau. Elle fonctionne bien pour les semis et les boutures, mais convient moins aux plantes matures car elle peut se tasser. Le gravier ou les petites pierres sont la forme la plus ancienne de substrats de support. Ils sont lourds, stables et réutilisables à l'infini. Vous pouvez les collecter gratuitement ou les acheter à bas prix. L'inconvénient, ils ne stockent pas l'eau. Les racines doivent être constamment irriguées, ce qui nécessite un système actif avec des pompes. Pas idéal pour les débutants, mais certainement adapté aux systèmes avancés comme le flux et reflux. Le deuxième principe est l'oxygène. Les racines respirent. Beaucoup de gens l'ignorent. Elles ne font pas qu'absorber l'eau et les nutriments. Elles ont aussi besoin d'air. Les racines effectuent la respiration cellulaire, tout comme nous. Elles absorbent de l'oxygène, l'utilisent pour brûler du sucre et produisent de l'énergie pour la croissance. Sans oxygène, les racines meurent. Dans un sol lourd et compacté, les racines suffoquent littéralement. C'est pourquoi nous ameublissons le sol, pourquoi nous paillons
et pourquoi nous incorporons de la matière organique. Mais même alors, l'apport d'oxygène est souvent inadéquat. Dans un système hors sol, vous pouvez garantir que les racines sont alimentées en permanence en oxygène. Il existe plusieurs méthodes pour cela. La plus simple s'appelle la culture en eau profonde, ou DWC. Les racines pendent partiellement dans l'eau et partiellement dans l'air. Une petite pompe d'aquarium apporte de l'oxygène dans l'eau, exactement comme dans un aquarium. Les bulles d'air remontent, éclatent à la surface et apportent ainsi de l'oxygène à l'eau. En même temps, le courant d'air fait circuler l'eau, évitant les zones stagnantes et répartissant les nutriments uniformément. Les racines reçoivent ainsi plus d'oxygène qu'elles n'en recevraient jamais dans le sol. Le résultat? Une croissance explosive. Imaginez que vous couriez un marathon, mais que vous ne puissiez pas obtenir assez d'air. Vous devenez plus lent, plus faible. Chaque pas coûte de l'énergie. Vos muscles brûlent et votre corps passe en mode survie. Imaginez maintenant que vous receviez soudainement assez d'oxygène. Vos poumons sont pleins. Chaque respiration vous donne de l'énergie. Vous vous sentez fort, capable et vivant. C'est exactement ce que ressent une plante lorsque ses racines sont alimentées de manière optimale. Elle pousse plus vite, plus fort et en meilleure santé. Elle peut consacrer toute son énergie à la croissance et à la production de fruits au lieu de la gaspiller pour survivre dans le sol. Des études scientifiques ont montré que les plantes cultivées dans des systèmes hydroponiques optimisés en oxygène poussent jusqu'à 30% plus vite que dans le sol. Ce n'est pas du marketing, ce sont des faits mesurables. Le taux de photosynthèse est plus élevé, l'absorption des nutriments est plus efficace, la division cellulaire est accélérée. La plante est tout simplement plus heureuse. Laissez-moi vous expliquer en détail les différents systèmes hydroponiques, afin que vous puissiez comprendre celui qui est le mieux adapté à votre situation. La culture en eau profonde, DWC, que je viens de mentionner, est le système le plus simple. Un récipient avec une solution nutritive, une pompe qui crée des bulles d'air et une plante dont les racines pendent dans l'eau. L'avantage? Un effort minimal, des coûts faibles, parfait pour les débutants. Vous pouvez commencer avec un seau et être prêt en 1 heure. L'inconvénient? En cas de panne de courant ou de défaillance de la pompe, les racines manquent rapidement d'oxygène. Dans une eau chaude, la solubilité de l'oxygène diminue, ce qui peut devenir problématique. C'est pourquoi vous devriez toujours avoir une pompe de rechange ou un système de secours sur batterie. Une petite batterie externe USB peut faire fonctionner une pompe d'aquarium pendant des heures. Le deuxième système est le système de flux et reflux, également appelé flood and drain. Ici, les plantes reposent dans un récipient contenant un substrat de support. À intervalles réguliers, ce récipient est inondé de solutions nutritives. Les racines prennent ce dont elles ont besoin. Ensuite, la solution s'écoule à nouveau dans un réservoir. Ce cycle se répète plusieurs fois par jour, généralement 3 à 6 fois. L'avantage? Très efficace, bon pour plusieurs plantes à la fois. Les racines reçoivent alternativement de l'eau et de l'air, ce qui optimise l'apport d'oxygène. Vous pouvez alimenter 10, 20 ou 50 plantes avec un seul réservoir. L'inconvénient? Un peu plus complexe à mettre en place. Vous avez besoin d'une minuterie et d'une pompe plus puissante, capable de déplacer la solution vers le haut contre la gravité. Le système nécessite également une certaine hauteur de chute pour que la solution puisse refluer. Le troisième système est le système de goutte à goutte, qui est le plus courant dans l'agriculture commerciale. Ici, la solution nutritive est guidée directement vers la zone racinaire de chaque plante via de petits tuyaux et des goutteurs. Une minuterie contrôle quand et combien de temps arroser. Les systèmes de goutte à goutte modernes peuvent être très précis, avec des débits réglables individuellement pour chaque plante. L'avantage? Très flexible. Vous pouvez alimenter chaque plante individuellement, et c'est hautement évolutif pour de nombreuses plantes. Vous pouvez avoir différentes espèces de plantes dans le même système et alimenter chacune de manière optimale. L'inconvénient? Les goutteurs peuvent se boucher, surtout si la solution nutritive contient des particules ou si des algues se développent. Vous devez les nettoyer régulièrement. Le système nécessite plus d'entretien que les systèmes passifs.
Le quatrième système est la technique sur film nutritif, appelée NFT. Ici, un mince film de solution nutritive s'écoule en permanence sur les racines, qui reposent dans des tuyaux ou des gouttières inclinées. Les racines pendent librement dans l'air et ne sont humidifiées que par ce mince film nutritif. La pente garantit que la solution passe devant les racines et finit par retourner dans le réservoir. L'avantage? Un échange d'oxygène extrêmement efficace. Les racines sont exposées à l'air 80 à 90% du temps. Croissance rapide, peu d'eau nécessaire. Les fermes de laitue commerciale utilisent presque exclusivement le NFT. L'inconvénient? Très vulnérable aux pannes de pompe, car si le film s'arrête, les racines s'assèchent en quelques minutes, surtout par temps chaud. Pas idéal pour les débutants, mais un système haute performance pour les utilisateurs avancés. Le cinquième système est l'aéroponie, la forme la plus avancée. Ici, les racines pendent complètement libres dans l'air, dans une chambre fermée. Des buses de pulvérisation atomisent la solution nutritive en un brouillard fin qui humidifie les racines. La disponibilité en oxygène est à son maximum. La croissance est d'une rapidité époustouflante. La NASA a étudié l'aéroponie pour l'espace. L'inconvénient? Techniquement exigeant, coûteux, et les buses se bougent facilement. Le système nécessite une surveillance constante, trop complexe pour un usage domestique, mais fascinant. Pour vos débuts, je recommande la culture en eau profonde, DWC. Vous avez besoin d'un seau opaque d'au moins 10 litres de volume, de préférence 15 à 20 litres. Il doit être opaque pour que les algues ne se développent pas. Les seaux noirs sont idéaux. Un couvercle, que vous pouvez fabriquer vous-même à partir d'une planche ou d'un couvercle existant. Une pompe d'aquarium pour environ 10 à 15 $ avec une puissance de 3 à 5 watts. Un bulleur qui répartit les bulles d'air uniformément pour environ 2 à 3 $. Un tuyau pour relier la pompe et le bulleur, d'environ 1 mètre de long. Un panier hydroponique dans lequel vous placez la plante, de 8 à 10 cm de diamètre. Des billes d'argile comme substrat de support, environ 5 litres, et une solution nutritive hydroponique. Le coût total est d'environ 25 à 30 $. Pour ce montant, vous pouvez commencer immédiatement. Le troisième principe est le contrôle. Dans le sol, vous êtes toujours un peu aveugle. Vous ne savez pas exactement quels nutriments sont disponibles, quelle est la valeur du pH, si des parasites rôdent dans le sol ou si des agents pathogènes attendent les racines. Vous travaillez avec des suppositions, de l'expérience et de la chance. Même les jardiniers expérimentés ne savent jamais à 100% ce qui se passe sous la surface. Dans un système hors sol, vous avez une vue d'ensemble à tout moment. Vous pouvez mesurer et ajuster la valeur du pH. Vous pouvez contrôler la concentration en nutriments. Vous pouvez voir les racines. Vous identifiez les problèmes tôt. Vous pouvez intervenir immédiatement. Ce contrôle n'est pas seulement rassurant, il est crucial pour l'indépendance. Car ceux qui ont le contrôle ne dépendent pas des caprices de la nature, de la météo ou de la qualité du sol. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne en pratique. La valeur du pH de la solution nutritive doit être comprise entre 5,5 et 6,5. Dans cette plage, les plantes peuvent absorber de manière optimale tous les nutriments. Le pH influence massivement la solubilité et la disponibilité des nutriments. Si le pH est trop élevé, le fer, le manganèse, le phosphore et le zinc sont bloqués. La plante ne peut pas les absorber, même s'ils sont présents dans la solution. Si le pH est trop bas, le calcium et le magnésium deviennent moins disponibles. La plage de pH idéale pour les tomates se situe entre 6 et 6,5, un environnement légèrement acide. Vous mesurez le pH avec de simples bandelettes de test ou un testeur numérique. Les bandelettes coûtent environ 5 à 10 $ pour 50 pièces et vous donnent une estimation approximative. Un bon pH-mètre numérique coûte environ 20 à 30 $ et constitue un investissement rentable. Il vous donne des valeurs précises jusqu'à la première décimale. Vous devez calibrer l'appareil occasionnellement avec des solutions d'étalonnage, mais c'est facile. Si la valeur est trop élevée, c'est-à-dire supérieure à 7, vous ajoutez un peu d'acide citrique ou un produit spécial pH Down.
Une cuillère à café d'acide citrique dans 10 litres d'eau abaisse le pH d'environ 0,5. S'il est trop bas, en dessous de 5,5, vous utilisez du bicarbonate de soude ou du pH Up. Cela prend 2 minutes et vous avez créé des conditions parfaites. Impossible en terre. Vous mesurez la concentration de nutriments avec un testeur EC ou TDS. EC signifie conductivité électrique. Plus il y a de sel, c'est-à-dire de nutriments, dissous dans la solution, plus la conductivité est élevée. Pour les tomates, la valeur idéale se situe entre 2 et 3 millisiemens. Les jeunes plantes ont besoin de valeurs plus basses, environ 1,5 à 2. Les plantes matures et fructifères tolèrent des valeurs plus élevées, jusqu'à 3,5. Si la valeur est trop basse, vous ajoutez plus de solutions nutritives. Si elle est trop élevée, vous diluez avec de l'eau. Vous contrôlez la croissance avec précision. Un testeur EC coûte entre 15 et 40 $ selon la qualité. Les testeurs TDS mesurent le total des solides dissous et donnent des valeurs en ppm, parties par million. Les deux méthodes de mesure sont utiles. Avec le pH mètre, vous avez en main les deux outils les plus importants. Ces deux appareils vous donnent plus de contrôle sur vos plantes que 100 ans d'expérience en jardinage traditionnel. Parce que vous mesurez maintenant, vous ne devinez pas, vous ne supposez pas, vous savez. Vous voyez les chiffres, vous comprenez ce dont la plante a besoin et vous pouvez réagir immédiatement. C'est crucial. Les cultivateurs professionnels mesurent ces valeurs plusieurs fois par jour. Ils savent que de petits écarts peuvent avoir de grands effets. Vous n'avez pas besoin d'être aussi obsessionnel, mais un contrôle hebdomadaire est le strict minimum. Avec le temps, vous développerez un instinct. Vous reconnaîtrez en regardant la plante si quelque chose ne va pas bien avant que cela ne devienne critique. Parlons des nutriments eux-mêmes. De quoi une tomate a-t-elle réellement besoin? Il y a 3 macronutriments nécessaires en grande quantité: l'azote, le phosphore et le potassium, souvent abrégés en NPK. L'azote est responsable de la croissance des feuilles, de cette couleur vert foncé, de la photosynthèse. Trop peu d'azote et la plante reste petite, les feuilles jaunissent. Trop d'azote et la plante ne produit que des feuilles, pas de fruits. Le phosphore est essentiel pour le développement des racines, la floraison et la formation des fruits. Il joue un rôle dans le métabolisme énergétique de la plante. Trop peu de phosphore et la plante ne fleurira pas ou ne donnera pas de fruits. Le potassium est important pour la santé globale, la résistance aux maladies et la qualité des fruits. Il régule l'équilibre hydrique et renforce les parois cellulaires. Trop peu de potassium et les fruits sont aqueux et sans saveur. Il y a ensuite les macronutriments secondaires: calcium, magnésium et soufre. Le calcium est critique pour la stabilité des parois cellulaires. Une carence en calcium entraîne la nécrose apicale, le cul noir, un problème courant chez les tomates où la pointe du fruit noircit et pourrit. Le magnésium est au cœur de la formation de la chlorophylle, le pigment vert. Sans magnésium, la plante jaunit entre les nervures des feuilles. Le soufre est important pour les protéines et les enzymes. Enfin, il y a les micronutriments ou oligoéléments nécessaires en quantité infime mais absolument essentiels: fer, manganèse, zinc, cuivre, bore, molybdène et chlore. La carence en fer est courante et entraîne des feuilles jaunes avec des nervures vertes, en commençant par les jeunes feuilles. Une carence en bore peut entraîner des fruits déformés. Une carence en zinc stoppe la croissance. Une bonne solution nutritive hydroponique contient tous ces éléments dans des proportions équilibrées. Vous pouvez acheter des solutions prêtes à l'emploi, spécifiquement formulées pour les tomates, ou des solutions universelles pour légumes. Des marques comme Flora Series, General Hydroponics ou Advanced Nutrients proposent des produits de haute qualité. Une bouteille coûte environ 10 à 20 $ et dure plusieurs mois selon le nombre de plantes. Si vous êtes aventureux, vous pouvez également mélanger votre propre solution nutritive. Vous achetez les sels individuels: nitrate de calcium, nitrate de potassium, sulfate de magnésium, phosphate monopotassique, chélate de fer et un mélange d'oligoéléments.
C'est moins cher à long terme, mais plus compliqué au début. Il existe des calculateurs en ligne qui calculent les quantités exactes pour chaque sel. Mais pour commencer, achetez des solutions prêtes à l'emploi. Elles sont simples d'utilisation, bien équilibrées et éliminent l'incertitude. Le quatrième principe est l'efficacité. La culture hors sol utilise jusqu'à 90% moins d'eau que la culture traditionnelle. Pourquoi? Parce que l'eau ne s'évapore pas et n'est pas absorbée par les mauvaises herbes. Elle circule dans le système. La plante prend ce dont elle a besoin. Le reste reste dans le cycle. À une époque où l'eau se raréfie et où les périodes de sécheresse se multiplient, ce n'est pas un détail. C'est un avantage de survie. Vous pouvez cultiver la même quantité ou plus avec une fraction de l'eau. Vous dépendez moins des précipitations, des coûts de l'eau et des infrastructures. Calculons cela concrètement. Un plant de tomates en pleine terre a besoin d'environ 5 à 10 litres d'eau par jour lors d'un été chaud. Sur une saison de croissance de 4 mois, 120 jours, cela représente au moins 600 à 1200 litres. Une grande partie s'évapore au soleil et n'est jamais utilisée par la plante. Dans un système hydroponique, la même plante consomme environ 1 à 2 litres par jour car l'eau est réutilisée. Sur la même période, cela représente 150 à 250 litres. Les économies sont spectaculaires. Si vous vivez dans une région où l'eau est rationnée, où les puits s'assèchent ou où chaque litre compte, c'est un facteur décisif. Dans des pays comme Israël, où l'eau est extrêmement rare, l'hydroponie est la norme. Ils ont développé des méthodes pour obtenir un rendement maximal avec un minimum d'eau. Des fermes entières dans le désert produisent des tonnes de tomates, de poivrons et de concombres avec une consommation d'eau qui serait impensable dans l'agriculture traditionnelle. Cette technologie est testée, prouvée et accessible à chacun d'entre nous. Parallèlement, la consommation d'espace est minimale. Vous pouvez cultiver verticalement sur des balcons, dans des sous-sols, dans des garages. Vous n'avez pas besoin d'un grand jardin, d'une terre fertile ou de plates-bandes. 1 mètre carré suffit pour plusieurs plants de tomates cultivés verticalement. Cela signifie que même en ville, même dans de petits appartements, même sans terrain, vous pouvez produire vous-même une partie importante de votre nourriture. C'est cela la véritable indépendance, c'est cela la souveraineté, c'est cela la sécurité. Imaginez un balcon de 3 mètres de long et 1 mètre de large, 3 mètres carrés. Vous y installez 3 systèmes de culture en eau profonde. Dans chacun, un plant de tomates pousse verticalement le long d'une ficelle. Chaque plante peut produire 15 à 30 kg de tomates au cours de la saison. Dans de bonnes conditions, même plus. Cela fait 45 à 90 kg, calculés prudemment sur 3 mètres carrés. Comparez cela avec un potager traditionnel. Vous auriez besoin d'au moins 10 mètres carrés pour la même quantité, probablement plus. Et vous auriez plus de travail, plus de problèmes et moins de contrôle. L'efficacité est incroyable. Au Japon, où les terrains sont extrêmement chers, les citadins ont des systèmes hydroponiques sur leurs balcons, leurs toits et dans de minuscules arrière-cours. Ils produisent une grande partie de leurs propres légumes dans l'une des régions les plus densément peuplées au monde. Si cela fonctionne là-bas, cela fonctionne partout. Le 5e principe est la rapidité. Les plantes dans un système hors sol poussent plus vite. Les tomates peuvent être prêtes pour la récolte en 2 fois moins de temps. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas à gaspiller d'énergie. Pas de longues racines devant percer un sol dur. Pas de recherche de nutriments, pas de mécanisme de défense contre les ravageurs du sol. Tout ce dont la plante a besoin est directement disponible. Elle peut consacrer toute sa force à la croissance et à la formation des fruits. Cela signifie plus de récoltes par an, des cycles multiples et des rendements totaux plus élevés. Dans une situation de crise, cela peut faire la différence entre la pénurie et l'abondance. Un plant de tomates normal en pleine terre a besoin d'environ 70 à 90 jours entre la plantation et le premier fruit mûr. Dans un système hydroponique, vous pouvez réduire ce délai à 50 ou 60 jours, parfois même moins pour les variétés rapides. C'est une avance de 4 à 6 semaines. Cela signifie que vous pouvez récolter plus tôt, que vous pouvez gérer plus de cycles par an
et que vous obtenez des résultats plus rapidement. Si vous commencez à l'intérieur en février avec de la lumière artificielle, vous avez déjà des tomates mûres en avril. Dans le commerce, les tomates coûtent une fortune à cette période. 5 à 8 dollars le kilogramme pour des produits de qualité. Vous les produisez vous-même pour quelques centimes. Cette rapidité vous donne également de la flexibilité. Vous pouvez expérimenter différentes variétés, différentes méthodes et différents mélanges de nutriments. Chaque cycle est une opportunité d'apprentissage. En un an, vous pouvez apprendre autant que d'autres en 5 ans de jardinage traditionnel. Le 6e principe est la prévention des maladies. La plupart des maladies de la tomate proviennent du sol. Champignons, bactéries, nématodes. Ils vivent dans la terre, ils survivent pendant des années, parfois des décennies, infectant chaque nouveau plant. Les plans de rotation des cultures, les compagnonnages, la désinfection du sol, tout cela sont des tentatives pour contrôler ce problème, mais c'est une bataille que l'on ne peut jamais gagner totalement. Dans les systèmes hors sol, ce problème n'existe pas. Pas de terre, pas de maladie terricole. La solution nutritive est stérile. Le substrat de support est neutre. Les problèmes les plus courants pour les cultivateurs de tomates traditionnels, le mildiou, la verticilliose, la fusariose, sont tout simplement inexistants. Vos plantes sont plus saines, plus résilientes et plus productives. Parlons des maladies de la tomate les plus courantes et de la raison pour laquelle elles ne jouent aucun rôle dans un système hydroponique. Le mildiou, Phytophthora infestans, est le cauchemar de tout cultivateur de tomates. Un champignon qui infecte les feuilles par temps humide, provoquant des taches brunes, affaiblissant la plante et rendant finalement les fruits non comestibles. Historiquement, ce champignon a anéanti des récoltes entières et fut responsable de la grande famine irlandaise au XIXe siècle, qui a coûté des millions de vies. Il provient du sol, se transmet par les éclaboussures d'eau et se propage par les spores volant dans l'air. Une fois établi, il se propage rapidement et peut détruire une plantation entière en quelques jours. Dans un système hydroponique, il n'y a pas d'éclaboussure d'eau provenant du sol. Les feuilles restent sèches. Les spores n'ont aucune chance de passer de la terre à la plante. Même si des spores sont dans l'air, elles ont besoin d'humidité sur les feuilles pour germer. Dans un environnement contrôlé avec une bonne circulation d'air, les feuilles sèchent rapidement. Rien que cela est une raison de passer à la culture hors sol. Le verticillium et le fusarium sont des champignons du sol qui infectent les racines, pénètrent dans les faisceaux vasculaires, les obstruent et provoquent le flétrissement de la plante. La plante ne peut plus transporter l'eau, même s'il y en a assez dans le sol. Elle flétrit et meurt, commençant souvent d'un côté. Ces champignons peuvent survivre dans le sol pendant des décennies, sous forme de spores attendant une plante haute. Une fois infecté, le sol est pratiquement inutilisable pour les tomates et autres solanacées. Les jardiniers professionnels doivent alors stériliser le sol à la vapeur, une procédure complexe et coûteuse. Dans un système hydroponique, ces champignons n'existent pas. Les racines pendent dans une solution nutritive stérile ou des substrats de support propres. Il n'y a pas de source d'infection. Vos plantes restent saines année après année, cycle après cycle. Les nématodes à galles sont des vers microscopiques qui infectent les racines, formant des galles qui ressemblent à des nœuds et inhibant la croissance. La plante s'affaiblit, ne peut pas pousser correctement et devient sensible à d'autres maladies. Ils sont un énorme problème dans les régions chaudes et dans les serres où ils peuvent se multiplier rapidement. Ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas migrer loin, ils vivent dans le sol. Pas de sol, pas de nématodes. C'est aussi simple que cela. Le flétrissement bactérien, causé par Ralstonia solanacearum, est une autre maladie du sol dévastatrice. Les bactéries bloquent les tissus conducteurs d'eau. La plante flétrit de manière irréversible. Il n'y a pas de remède. Dans un système hors sol, aucun problème. Maintenant, vous pourriez penser, cela semble compliqué, cela semble cher, c'est seulement pour les pros. Laissez-moi vous dire une chose, c'est le contraire qui est vrai. Vous pouvez commencer avec 20 dollars, un seau, une pompe d'aquarium, un bulleur, quelques billes d'argile et une solution nutritive prête à l'emploi. Voilà l'essentiel. Vous placez un plant de tomates dans les billes d'argile, remplissez la solution nutritive,
branchez la pompe et le tour est joué. Vous avez votre premier système hydroponique. Pas de bêchage, pas d'engrais à épandre, pas d'arrosage au jugé. Vous remettez de l'eau tous les quelques jours, vérifiez occasionnellement le pH et la plante fait le reste. Laissez-moi vous montrer étape par étape comment configurer votre premier système. Procurez-vous un seau noir ou sombre d'un volume de 10 à 20 litres. Le noir ou le sombre est important car la lumière favorise la croissance des algues. Les algues ne sont pas directement nocives, mais elles font concurrence à la plante pour les nutriments, bouchent la pompe et ne sont pas esthétiques. Un seau opaque empêche cela. Vous pouvez acheter un seau neuf ou en utiliser un vieux, à condition qu'il soit propre et ne contienne aucun résidu chimique. Percez un trou dans le couvercle, assez grand pour un panier hydroponique de 8 à 10 cm de diamètre. Le trou doit être central ou légèrement sur le côté selon le nombre de plantes prévues. Le panier ne doit pas plonger dans l'eau, mais rester suspendu environ 2 à 3 cm au-dessus. Les racines pousseront vers le bas et trouveront l'eau d'elles-mêmes. Au début, vous pouvez placer une éponge humide ou un essuie-tout au fond du panier qui touche l'eau pour assurer l'humidité initiale. Remplissez le seau avec environ 8 à 15 litres d'eau selon sa taille. Laissez environ 5 cm d'espace d'air entre la surface de l'eau et le panier. Ajoutez la solution nutritive selon les instructions du fabricant. La plupart des solutions sont concentrées et doivent être diluées, souvent à un ratio de 1E100 ou 1E200. Une bouteille de 10 à 15 $ dure de nombreux mois, parfois une année entière. Mesurez la valeur du pH et réglez-la entre 6 et 6,5. Mesurez la conductivité et assurez-vous qu'elle est d'environ 1,5 à 2 pour une jeune plante. Connectez la pompe d'aquarium au bulleur via le tuyau. Le tuyau doit être assez long pour que la pompe reste à l'extérieur du seau, idéalement légèrement surélevé pour qu'aucune eau ne puisse refluer en cas de panne de courant. Placez le bulleur au fond du seau, au milieu ou légèrement sur le côté. Branchez la pompe. Vous devriez voir des bulles d'air remonter. Beaucoup de petites bulles valent mieux que quelques grosses. Si la formation de bulles est faible, vérifiez que le bulleur n'est pas bouché ou remplacez-le. Remplissez le panier avec des billes d'argile lavées. Lavez soigneusement les billes d'argile au préalable pour enlever la poussière. Placez un jeune plant de tomates à l'intérieur. Assurez-vous que les racines sont en contact avec les billes d'argile. Vous pouvez sortir la plante d'un pot en lavant délicatement la terre ou commencer directement avec un semis ou une bouture dans les billes. Remplissez complètement le panier de billes pour stabiliser la plante. Placez le panier dans le trou du couvercle. Terminé. Votre système fonctionne. Durant les premiers jours, la plante s'adaptera. Elle subit un choc, le passage du sol à l'hydroponie. Les feuilles peuvent s'affaisser légèrement, c'est normal. Les racines pousseront vers le bas à la recherche d'eau. Dès qu'elles atteignent la solution nutritive, en 2 à 4 jours, la croissance explosera. Vous le verrez. En quelques semaines, la plante sera plus grande que tout ce que vous avez jamais cultivé dans le sol. Les feuilles deviendront vert foncé, fortes, saines, presque brillantes. La tige deviendra épaisse, stable et ligneuse. Et puis viendront les fleurs. Beaucoup de fleurs. Des grappes de 10, 15 fleurs et ensuite les fruits. Bien sûr, vous pouvez agrandir le système. Vous pouvez connecter plusieurs plantes dans un plus grand récipient. Vous pouvez utiliser des pompes automatiques qui s'allument et s'éteignent avec une minuterie. Vous pouvez installer des minuteries. Bien qu'en culture en eau profonde, la pompe doit en fait fonctionner en continu. Vous pouvez installer des capteurs qui surveillent en permanence le pH et le C, mais ce n'est pas nécessaire. Commencer est facile. Et la beauté de la chose est, vous apprenez davantage à chaque cycle. Vous comprenez comment les plantes fonctionnent réellement. Vous développez un instinct pour leurs besoins. Vous devenez un véritable jardinier, pas seulement un gestionnaire de terre. Parlons des variétés. Toutes les variétés de tomates ne sont pas également adaptées à l'hydroponie, bien qu'en théorie toutes fonctionnent. Pour commencer, je recommande des variétés compactes et déterminées qui ne poussent pas indéfiniment. Ce sont des tomates buissonnantes qui atteignent une taille prédéfinie, puis s'arrêtent de pousser et laissent mûrir tous les fruits en même temps. Des variétés comme Tumbling Tom, Tiny Tim, Balcony Red ou Roma sont idéales.
Elles restent petites, environ 60 à 80 cm de haut, produisent tôt après 50 à 60 jours, sont robustes et indulgentes. Parfait pour les débutants. Une fois que vous aurez plus d'expérience, vous pourrez passer aux variétés indéterminées, des tomates grimpantes qui poussent indéfiniment et portent des fruits pendant des mois. Ces variétés offrent le rendement le plus élevé, mais elles nécessitent plus de soins, plus d'espace et plus d'attention. Elles doivent être tutorées, ébourgeonnées, taille des gourmands, et entretenues régulièrement. Des variétés comme San Marzano, une variété italienne pour la sauce, Black Cream, une tomate ancienne russe aux fruits sombres et sucrés, ou Cherokee Purple, une variété américaine au goût complexe, sont excellentes. Elles produisent de gros fruits savoureux, poussent de plusieurs mètres de haut et portent des fruits jusqu'au gelé. Avec ces variétés, vous pouvez récolter 20, 30 ou 40 kg par plant au cours d'une saison. Commencez petit, apprenez le système, puis développez-vous à partir de là. Les tomates cerises sont également fantastiques pour l'hydroponie. Des variétés comme Sweet Million, Sun Gold ou Black Cherry produisent des centaines de petits fruits sucrés. Les enfants les adorent. Elles sont parfaites pour les collations et les salades. Elles poussent vite, sont simples et pardonnent les erreurs. Un point crucial que beaucoup négligent, la lumière. Les tomates ont besoin de beaucoup de lumière. Au moins 6 heures de soleil direct par jour, mieux 8 à 10, idéalement 12. La lumière est de l'énergie. Sans lumière, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de croissance. Si vous cultivez à l'extérieur sur un balcon ou une terrasse, la lumière n'est généralement pas un problème tant que l'emplacement est ensoleillé. Si vous cultivez à l'intérieur dans un sous-sol ou une pièce sans fenêtre, vous avez besoin de lumière artificielle. Les lampes de culture à LED sont abordables et efficaces aujourd'hui. Une bonne lampe LED de 100 watts suffit pour 2 à 3 plantes et coûte environ 40 à 60 $. Des lampes plus puissantes de 200 à 300 watts coûtent entre 100 et 200 $ et peuvent alimenter 5 à 10 plantes. Elles consomment peu d'électricité par rapport aux anciennes lampes à sodium haute pression, génèrent peu de chaleur, ce qui est important dans les espaces clos, et durent des années, souvent 30 000 à 50 000 heures. Vous pouvez cultiver toute l'année, peu importe les saisons, peu importe la météo extérieure. Imaginez, des tomates fraîches en décembre, en janvier, en février, pas du supermarché, pas d'Espagne ou des Pays-Bas, mais de votre propre système, de votre sous-sol, de votre chambre d'amis. C'est l'indépendance, c'est la liberté. Le spectre lumineux est important. Les plantes ont besoin de lumière bleue, environ 400 à 500 nanomètres de longueur d'onde pour la croissance végétative, pour les feuilles et les tiges. La lumière bleue maintient les plantes compactes, empêchant une croissance filiforme. Elles ont besoin de lumière rouge, environ 600 à 700 nanomètres, pour la floraison et la formation des fruits. La lumière rouge favorise la formation des fleurs et augmente le rendement. Les bonnes lampes de culture à LED offrent les deux, un spectre complet avec des pics dans les plages bleues et rouges. Elles paraissent souvent violettes ou roses lorsqu'elles sont allumées à cause de la combinaison de lumière bleue et rouge. Suspendez la lampe à environ 30 à 40 cm au-dessus de la plante. Ajustez la hauteur à mesure que la plante grandit. Trop près et vous risquez un stress thermique ou des brûlures lumineuses. Trop loin et la plante ne recevra pas assez de lumière. Laissez la lampe fonctionner pendant 14 à 16 heures par jour, puis 8 heures d'obscurité. Les plantes ont besoin d'une phase de repos, tout comme nous. Elles effectuent d'importants processus métaboliques la nuit, réparent les dommages et se préparent pour le jour suivant. Avec une simple minuterie à 5 ou 10 $, vous automatisez cela. Réglez-la une fois et elle fonctionne sans votre intervention. Maintenant, nous assemblons tout. Vous avez une plante reposant dans un milieu neutre. Vous lui fournissez une solution nutritive parfaitement équilibrée contenant tous les éléments essentiels. Vous aérez les racines avec une simple pompe qui apporte en permanence de l'oxygène à l'eau. Vous contrôlez chaque semaine la valeur du pH et la concentration en nutriments, en les ajustant aux besoins. Vous assurez une lumière suffisante, naturelle ou artificielle. La plante pousse rapidement, saine et vigoureuse. Elle forme des fleurs en quelques semaines, puis des fruits.
Vous récoltez 3 à 4 fois ce que vous auriez obtenu en terre, parfois plus. Et tout cela avec moins d'eau, moins d'espace et moins d'efforts. Pas de désherbage, pas de bêchage du sol, pas de parasites de la terre, pas de maladies. Juste vous et la plante en direct. Efficace, puissant. Parlant de l'entretien, que devez-vous faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement? Quotidiennement, jetez un coup d'œil rapide à la plante. Semble-t-elle en bonne santé? Les feuilles sont-elles vertes et fortes? Y a-t-il de nouvelles pousses? Les fleurs sont-elles saines? Y a-t-il des signes de problème, de décoloration ou de déformation? Cela prend 30 secondes. C'est comme un check-up rapide pour un animal de compagnie. Vous développez une relation avec la plante. Vous reconnaissez les changements immédiatement. Hebdomadairement, vérifiez le niveau d'eau. Dans un système de culture en eau profonde, l'eau s'évapore et la plante boit de l'eau. Le niveau baisse. Selon la taille de la plante et la température, cela peut représenter 1 à 3 litres par semaine. Remplissez lorsque le niveau descend en dessous de la moitié. Vérifiez la valeur du pH avec votre testeur. Ajustez-la si elle est au-dessus de 6,5 ou en dessous de 6. Vérifiez la valeur EC. Assurez-vous qu'elle est dans la bonne plage. Cela prend 5 à 10 minutes. Mensuellement, changez complètement la solution nutritive. Pourquoi? La plante ne consomme pas tous les nutriments de la même manière. Elle prend plus de ce dont elle a besoin sur le moment et moins des autres. Avec le temps, la solution se déséquilibre. Certains nutriments sont épuisés, d'autres s'accumulent. Un changement complet garantit que l'équilibre est à nouveau correct. Vous videz l'ancienne solution. Vous pouvez l'utiliser dilué dans le jardin comme engrais, pas de gaspillage. Rincez brièvement le seau, remplissez d'eau fraîche, ajoutez une nouvelle solution nutritive et ajustez le pH et l'EC. Cela prend 15 minutes, c'est tout. 30 secondes par jour, 5 à 10 minutes par semaine, 15 minutes par mois. Au total, environ 1 heure par mois et par plante. Comparez cela au jardinage traditionnel. Préparation du sol, bêchage, plusieurs heures, apport de compost, 1 heure, plantation, 1 heure, arrosage, presque quotidiennement 10 à 15 minutes, sur 4 mois, cela fait au moins 20 heures. Paillage, 1 heure, désherbage, 30 minutes par semaine, sur 4 mois, cela fait 8 heures. Lutte contre les parasites, irrégulièrement plusieurs heures, traitement des maladies, plusieurs heures, fertilisation, plusieurs fois 1 heure chacune, tuteurage, ébourgeonnage, récolte, des heures et des heures, facilement 50 à 100 heures sur une saison. Dans un système hydroponique, vous réduisez l'effort au minimum et augmentez le rendement au maximum. C'est cela l'efficacité, c'est cela l'autosuffisance intelligente. Mais il s'agit de plus que de simples tomates. Il s'agit d'un principe. Il s'agit de comprendre que les méthodes que nous tenons pour acquises ne sont pas sans alternative. Il s'agit de remettre en question les vieilles habitudes et de trouver de nouvelles voies. La culture hors sol est une compétence qui vous rend plus indépendant, plus résistant aux crises et qui vous donne le contrôle dans un monde de plus en plus incertain. Lorsque la nourriture devient rare, lorsque les prix augmentent, lorsque les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, vous êtes préparé. Vous avez une méthode qui fonctionne. Vous avez des connaissances précieuses. Vous avez confiance en vous car vous savez, je peux subvenir à mes propres besoins. Laissez-moi vous donner un scénario concret. Imaginez qu'il y ait une crise, économique, politique, une catastrophe naturelle, une pandémie. Les supermarchés sont vides ou rationnent la nourriture. Les voisins sont nerveux, certains paniquent. Mais vous avez votre système en marche. Des tomates, de la laitue, des herbes, peut-être même des poivrons et des concombres. Tout en hydroponie. Pas dans un immense jardin, mais dans votre garage, sur votre balcon, dans une pièce au sous-sol. Vous vous êtes préparé, pas seulement avec des boîtes de conserve qui finissent par s'épuiser, mais avec un système qui produit, qui continue de produire, qui vous nourrit tant que vous le faites fonctionner, tant que vous avez de l'eau, de l'énergie et des nutriments. C'est cela la véritable préparation, c'est cela la véritable sécurité. Beaucoup de gens pensent que l'autosuffisance signifie une grande ferme, des hectares de terre, des animaux et des décennies d'expérience. C'est une idée fausse.
L'autosuffisance aujourd'hui signifie utiliser des systèmes intelligents qui apportent un rendement maximal dans un espace réduit. Cela signifie relier la technologie et la nature, au lieu de les opposer. Cela signifie repenser les vieilles méthodes et en apprendre de nouvelles. La culture hors sol est exactement cela. Un pont entre tradition et innovation, entre autarcie et efficacité. Parlons des coûts et de la rentabilité économique, car c'est important pour beaucoup. L'investissement initial pour un système simple est d'environ 30 à 50 $. Un seau, une pompe, des billes d'argile, une solution nutritive et un pH mètre. À cela s'ajoutent les coûts de fonctionnement. L'électricité pour la pompe. Une petite pompe d'aquarium de 5 watts fonctionne 24 heures sur 24. Cela représente environ 4 kWh par mois. À un prix de l'électricité de 30 cents par kWh, cela fait environ 1,20 $ par mois. Si vous travaillez avec de la lumière, une lampe LED de 100 watts fonctionnant 16 heures par jour consomme environ 50 kWh par mois, soit environ 15 $ au prix moyen de l'électricité. La solution nutritive coûte environ 10 à 15 $ et dure de 3 à 6 mois, selon le nombre de plantes et la fréquence de changement. L'eau est négligeable, quelques centimes, même avec des prix d'eau élevés. En additionnant le tout, si vous travaillez avec de la lumière artificielle, investissement initial d'environ 100 $, lampe comprise. Coût mensuel d'environ 15 à 20 $ pour l'électricité, plus environ 3 à 5 $ pour les nutriments, soit 20 à 25 $ par mois. En retour, vous produisez, calculez prudemment, 10 à 20 kg de tomates sur une saison de 3 à 4 mois. Les tomates bio coûtent environ 4 à 6 $ le kilogramme en magasin, les variétés anciennes ou spécialisées souvent plus, jusqu'à 8 ou 10 $. Vous produisez donc des tomates d'une valeur de 40 à 120 $, voire 160 à 200 $ pour les variétés spéciales. L'investissement initial s'amortit dès le premier cycle. Les coûts de fonctionnement sont largement couverts par la valeur de la récolte. À partir de là, vous produisez avec profit, année après année. Et avec l'expérience, vous augmentez encore les rendements. 20, 30 ou 40 kg par plant sont possibles. Mais la véritable valeur ne réside pas seulement dans l'argent. Elle réside dans la sécurité, dans la connaissance, dans la capacité, dans l'indépendance. Peut-on mettre un prix là-dessus? Peut-on mettre un prix sur le fait de savoir comment se nourrir en cas de crise? Sur le fait de ne pas dépendre des supermarchés, des importations, d'un système fonctionnel? Je ne le pense pas. Cette valeur est inestimable. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout mettre en œuvre d'un coup. Commencez par un plan, par un saut, par une expérience. Observez ce qui se passe. Apprenez, comprenez, améliorez. Après quelques semaines, vous verrez comment la plante réagit. Vous ferez des erreurs. C'est normal. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Peut-être que le pH sera trop élevé. Peut-être que la solution nutritive sera trop concentrée. Peut-être que la plante ne recevra pas assez de lumière. Mais vous apprendrez. Vous comprendrez ce qui n'a pas fonctionné. Vous corrigerez le tir. Et à chaque cycle, vous deviendrez meilleur. À chaque récolte, vous deviendrez plus confiant. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez « J'ai acquis une compétence qui m'a rendu plus indépendant, qui m'a rendu plus fort, qui m'a donné confiance en moi. » Parlons des problèmes potentiels et de la façon de les résoudre, car la préparation est le pouvoir. Problème numéro 1. Les feuilles jaunissent. Cela peut avoir plusieurs causes. Carence en azote. Les feuilles inférieures, les plus anciennes, jaunissent en commençant par les pointes. La plante pousse lentement et est pâle. Solution. Augmentez légèrement la concentration en nutriments, ajoutez plus de solutions nutritives, augmentez la valeur EC à 2,5 ou 3. Carence en fer. Les feuilles supérieures, les plus jeunes, jaunissent alors que les nervures restent vertes. Un motif caractéristique. Solution. Baissez la valeur du pH à 5,5 ou 6. Le fer est bloqué à des pH plus élevés et devient insoluble. Vous pouvez également ajouter un supplément de fer, chélate de fer. Excès d'arrosage. En réalité, carence en oxygène. Les racines reçoivent trop peu d'air et suffoquent lentement. Solution.
Augmentez massivement l'aération. Installez une deuxième pompe. Assurez-vous que la pompe fonctionne correctement et n'est pas obstruée. Problème numéro 2. La plante pousse lentement. Cause possible, trop peu de lumière. Solution, déplacez la plante vers un endroit plus lumineux, plus près de la fenêtre, ou installez une lampe plus puissante. Descendez la lampe plus près de la plante. Température trop basse. Les tomates aiment la chaleur, au moins 15 degrés Celsius, de préférence 20 à 25, idéalement 22 à 24. En dessous de 10 degrés Celsius, la plante s'arrête complètement de pousser. Solution. Placez le système dans une pièce plus chaude. Utilisez des tapis chauffants sous le récipient. Isolez le récipient. Concentration de nutriments trop faible. Solution. Augmentez la valeur EC à 2 ou 2,5. Ajoutez plus de nutriments. Problème numéro 3. Des algues se développent dans le système. Des couches de boue verte sur les parois, sur les racines, dans l'eau. Cela arrive quand la lumière pénètre dans l'eau. Les algues sont des organismes photosynthétiques. Elles ont besoin de lumière et de nutriments. Les algues ne sont pas directement nocives pour la plante, mais elles lui font concurrence pour les nutriments, abaissent le taux d'oxygène la nuit quand elles ne font plus de photosynthèse et ne sont pas esthétiques. Elles peuvent rendre l'eau trouble. Solution. Utilisez un récipient opaque. Couvrez les zones ouvertes avec du papier aluminium ou du ruban adhésif noir. Gardez le système complètement dans l'obscurité. Si les algues sont déjà là, changez la solution nutritive. Nettoyez soigneusement le système avec du peroxyde d'hydrogène ou du vinaigre. Rincez bien. Assurez-vous qu'aucune lumière ne puisse plus entrer. La prévention est plus facile que le remède. Problème numéro 4. Les racines sont brunes ou gluantes. Elles sentent le pourri. Cela indique une pourriture des racines, généralement causée par un manque d'oxygène ou des températures trop élevées. Des bactéries anaérobies s'installent et décomposent le tissu racinaire. C'est un problème sérieux. Solution. Augmentez massivement l'aération. Installez une deuxième pompe ou une pompe plus puissante. Abaissez la température de la solution nutritive en dessous de 20 degrés Celsius. Idéalement, 18 à 19 degrés Celsius. Retirez délicatement les parties de racines infectées avec des ciseaux propres. Changez complètement la solution nutritive. Nettoyez le système. Dans les cas graves, utilisez un stimulant racinaire ou des bactéries probiotiques comme Bacillus subtilis qui favorisent des racines saines et délogent les bactéries nocives. Vous pouvez aussi ajouter du peroxyde d'hydrogène, environ 10 ml de peroxyde à 3% par litre d'eau, comme mesure d'urgence pour tuer les bactéries. Mais à long terme, l'oxygène et les températures fraîches sont la solution. Problème numéro 5. La plante fleurit, mais ne donne pas de fruits. Les fleurs tombent sans former de fruits. C'est généralement dû à un manque de pollinisation. Les tomates s'autopollinisent, mais sans vent ni insectes, elles doivent être pollinisées mécaniquement. Solution. Secouez doucement la plante lorsqu'elle fleurit, une fois par jour ou tous les 2 jours. Ou utilisez un petit pinceau ou une brosse à dents électrique pour transférer le pollen de fleur en fleur, en touchant et en faisant vibrer légèrement les fleurs. Alternativement, vous pouvez installer un petit ventilateur qui fait bouger légèrement la plante et simule le vent. Cela fonctionne bien et de manière passive. Autre cause possible de l'absence de fructification. Température trop élevée, plus de 35 degrés Celsius. Le pollen devient stérile. Solution, baisser la température, améliorer la ventilation, installer un ventilateur. Trop d'azote. La plante ne produit que des feuilles. Solution, réduisez légèrement la concentration en nutriments. Utilisez une formule de floraison et de fructification avec une teneur plus élevée en phosphore et en potassium. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas transmettre cette information. Celui qui contrôle la production alimentaire détient le pouvoir. Celui qui contrôle les semences détient le pouvoir. Celui qui contrôle la distribution détient le pouvoir. Quelques grandes entreprises contrôlent aujourd'hui le marché mondial des semences, le marché des engrais et les chaînes de distribution.
Elles ont intérêt à ce que vous restiez dépendant, à ce que vous achetiez au lieu de produire. La culture hors sol vous redonne une partie de ce pouvoir. Vous n'êtes plus dépendant des semenciers qui ne vendent que des variétés hybrides non reproductibles. Vous pouvez conserver les graines de vos fruits, au moins pour les variétés anciennes, et les replanter année après année. Vous n'êtes plus dépendant des fabricants d'engrais dont les prix augmentent chaque année et dont les produits sont souvent nocifs pour l'environnement. Vous achetez de simples sels minéraux ou des solutions prêtes à l'emploi qui durent des années. Vous n'êtes plus dépendant des supermarchés qui décident de ce qui est disponible, à quel prix et avec quelle qualité. Vous produisez, vous décidez. Vous êtes libre. Cette liberté est inestimable. Elle vous donne de la dignité. Elle vous donne de la confiance en soi. Elle vous donne le sentiment que vous n'êtes pas impuissant, mais actif. Pas une victime des circonstances, mais un créateur de votre vie. Dans un monde qui semble souvent accablant, où tant de choses échappent à notre contrôle, où l'incertitude augmente, c'est un atout inestimable. La capacité de produire de la nourriture est l'une des compétences les plus fondamentales qui soient. Elle accompagne les humains depuis des millénaires, depuis le début de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Et même si nous vivons aujourd'hui dans une société technologique et urbanisée, rien n'a changé à cette vérité fondamentale. Ceux qui peuvent manger survivent. Ceux qui produisent eux-mêmes vivent de manière plus sûre, vivent plus dignement. Parlant de la mise à l'échelle, vous avez commencé avec une plante, vous avez réussi, vous êtes enthousiaste. Maintenant, vous en voulez plus. Comment procéder? Le moyen le plus simple est d'installer plusieurs systèmes individuels. 3 seaux, 3 plantes, 3 systèmes séparés. L'avantage, si un système tombe en panne, qu'une pompe casse ou qu'une plante tombe malade, les autres continuent de fonctionner. Vous avez de la redondance et de la sécurité. L'inconvénient, plus de pompe, plus d'entretien, plus d'espace. La manière la plus efficace est un système partagé. Vous connectez plusieurs plantes via des tuyaux ou elles reposent dans un grand récipient commun. Elles partagent un réservoir de nutriments et une pompe commune. Cela réduit les coûts et l'entretien, mais est un peu plus complexe à mettre en place. Un système de flux et reflux est idéal pour 10 à 20 plantes. Vous construisez un grand bac ou un lit, environ 1 à 2 mètres carrés, où les plantes reposent dans des pots ou des paniers avec des billes d'argile. En dessous ou à côté se trouve un réservoir avec la solution nutritive, 50 à 200 litres. Une pompe fait monter la solution par des tuyaux, inonde le bac jusqu'à une certaine hauteur et attend 10 à 15 minutes pendant que les plantes prennent ce dont elles ont besoin. Ensuite, la pompe s'arrête et la solution redescend dans le réservoir par gravité. Cela se produit 3 à 5 fois par jour, contrôlé par une minuterie. Les plantes reçoivent alternativement de l'eau et de l'air. Les racines sont alimentées de manière optimale, poussent vigoureusement et produisent beaucoup. La mise en place coûte environ 100 à 200 $ pour un système de 10 plantes, mais le rendement est énorme, 150 à 300 kg de tomates sur une saison. Un système NFT est parfait pour les laitues, les herbes et les petites plantes, mais fonctionne aussi pour les tomates si elles sont tutorées. Vous construisez des gouttières inclinées à partir de tuyaux en PVC ou de canaux NFT spéciaux, environ 10 à 15 cm de large. À l'extrémité haute, la solution nutritive entre par de petites ouvertures, forme un mince film au fond de la gouttière, s'écoule vers le bas et à la fin, retourne dans le réservoir. Une pompe maintient le cycle en permanence. Les plantes reposent dans de petits trous dans la gouttière, les racines pendent à l'intérieur et sont humidifiées par le film nutritif. Vous pouvez faire tenir 50, 100 ou 200 plantes sur quelques mètres carrés, empilées verticalement sur plusieurs niveaux. Les fermes de laitue commerciale utilisent presque exclusivement le NFT, produisant des milliers de têtes chaque jour. Vous pouvez commencer petit avec 1 ou 2 gouttières et vous agrandir indéfiniment. Rappelez-vous, chaque technique, chaque système utilisé aujourd'hui dans les grandes exploitations commerciales a commencé petit. Quelqu'un a expérimenté, appris, fait des erreurs, amélioré et mis à l'échelle. Vous pouvez suivre le même chemin. Vous pouvez commencer avec un seau aujourd'hui et dans 5 ou 10 ans, gérer une petite ferme,
subvenir aux besoins de votre famille, peut-être même de vos voisins, et peut-être même créer une petite entreprise. Vous pouvez produire de la nourriture pour votre famille et éventuellement pour votre quartier ou votre cercle d'amis. Vous pouvez transmettre vos connaissances, montrer aux autres comment faire et proposer des ateliers. Vous pouvez faire partie d'un mouvement qui remet la sécurité alimentaire entre les mains des gens, favorise la décentralisation et renforce la résilience. Je veux que vous quittiez cette vidéo avec une prise de conscience claire. La culture de tomates hors sol n'est pas compliquée. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas réservé aux experts ou aux pros. C'est une méthode que tout le monde peut apprendre s'il est prêt à remettre en question les vieux schémas de pensée, à trouver de nouvelles voies et à expérimenter. C'est un investissement dans votre avenir, dans votre sécurité, dans votre indépendance. Et cela fonctionne non seulement en théorie, mais en pratique. Prouvé des milliers de fois, appliqué dans le monde entier, testé pendant des décennies, dans toutes les zones climatiques, dans toutes les situations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme avant. Vous pouvez remettre vos tomates dans un sol épuisé au printemps prochain, combattre les maladies, vous contenter de rendements modérés et être frustré. Ou bien vous pouvez agir. Vous pouvez vous procurer un seau, une pompe, des billes d'argile et une solution nutritive. Vous pouvez commencer aujourd'hui, maintenant, cette semaine, pas quand le moment sera propice, quand vous aurez plus de temps, quand vous aurez plus d'argent. Le moment n'est jamais parfait. Il y a toujours des excuses, toujours des raisons d'attendre. Mais c'est suffisant maintenant. Et chaque jour d'attente est un jour où vous n'apprenez pas, ne grandissez pas, n'avancez pas et ne devenez pas plus indépendant. Imaginez-vous en train de repenser à aujourd'hui dans un an. Vous avez construit votre système. Vous avez appris. Vous avez fait des erreurs et vous les avez corrigées. Vous avez récolté. Vous avez mangé des tomates fraîches en hiver, en plein milieu du mois de décembre. Vous avez économisé de l'argent, plusieurs centaines de dollars. Vous avez acquis de l'expérience et des connaissances précieuses. Vous êtes devenu plus indépendant, plus confiant, plus capable. Et vous vous dites, je suis content d'avoir commencé à l'époque. Je suis content d'avoir fait le premier pas. Je suis content de ne pas avoir seulement regardé, mais d'avoir agi. Ce moment est entre vos mains. Vous avez les informations maintenant. Vous avez les connaissances maintenant. Vous avez les outils maintenant. Ce que vous en ferez est votre décision. Celle de personne d'autre, la vôtre uniquement. Pensez aux gens qui se sont retrouvés en crise sans y être préparés. Pensez à ceux qui dépendaient de systèmes qui ont soudainement échoué. Crise économique, catastrophes naturelles, troubles politiques. Pensez à l'incertitude, à la peur, à l'impuissance, le sentiment d'être à la merci des autres. Et puis pensez à l'alternative, à la préparation, à la capacité, au fait de savoir que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est la différence entre être une victime et être un créateur. C'est la différence entre l'espoir et la certitude. C'est la différence entre la peur et la confiance en soi. La culture de tomates hors sol est plus qu'une méthode. C'est une philosophie, un mode de vie. Elle dit « Je n'accepte pas seulement les conditions qui me sont données. Je crée mes propres conditions. Je prends ma vie en main. Je ne dépends pas des autres. Je ne suis pas impuissant. Je suis capable. Je suis préparé. Je suis libre. » C'est une déclaration radicale dans un monde qui nous considère souvent comme des consommateurs, pas comme des producteurs. Qui veut nous rendre dépendants, pas indépendants. Qui veut nous garder faibles, pas forts. C'est le message que je veux vous laisser. Pas seulement pour le jardin, mais pour la vie. Remettez en question les conventions. Cherchez de meilleures voies. Apprenez, expérimentez, grandissez. Ne vous contentez pas du statu quo quand vous savez que cela peut être mieux. Et partagez vos connaissances. Aidez les autres. Construisez une communauté de personnes qui ont compris que la sécurité alimentaire n'est pas une question de chance, mais une décision consciente. Nous la prenons en main. Nous ne déléguons pas la responsabilité. Et vous pouvez en faire partie. Maintenant, en ce moment même. Si cette méthode a changé votre vision de la production alimentaire et de l'indépendance dans votre propre jardin, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant
et mettez un pouce bleu à la vidéo. Nous révélons ici les techniques qui restent souvent cachées pour vous redonner le contrôle sur votre propre approvisionnement. Semez les graines d'un avenir à l'épreuve des crises dès aujourd'hui. Le prochain chapitre de votre autosuffisance s'ouvrira bientôt. Restez à l'écoute et façonnez votre vie vous-même.